Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. On va revenir sur le travail de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs que l'on suit depuis plusieurs mois maintenant, notamment sur BFM2 évidemment. Nous sommes avec son président Arthur Delaporte. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM2. Vous êtes également député socialiste du Calvados. On suit donc vos auditions et hier, vous avez notamment entendu les responsables de plusieurs plateformes, X, Meta ou encore YouTube, et on a le sentiment que la modération, c'est vraiment le point bloquant, le point manquant de ces plateformes. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est un point bloquant, surtout quand on est, du côté, utilisateur. Parce que quand on entend les plateformes, on a l'impression qu'il y a de l'investissement, que tout va bien, que finalement il n'y a pas de véritable sujet. Par contre, quand on regarde les contenus, là, ça va plus du tout. Donc eux, ils nous disent: «Oui, mais regardez tout le travail de modération qu'on fait, tous les investissements qu'on met, la qualité de notre modération humaine aussi». Mais de fait, la réalité, c'est que beaucoup passent entre les mailles du filet et ils finissent, eux-mêmes par le reconnaître. Et j'ai d'ailleurs trouvé plus de sincérité, du côté, des plateformes qu'on a pu auditionner hier, donc Meta, donc Facebook, Instagram, ou encore, YouTube, que du côté de TikTok. Voilà, pour moi, ceux qui sont encore pires en termes de modération, c'est X, mais là, voilà, je préfère même pas, aller plus loin là-dessus tant c'est, indigent. On va y revenir justement sur TikTok, mais est-ce que cette modération, vous constatez que vraiment il y a beaucoup de manquements sur les plateformes? Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, les plateformes ont des obligations de modération qui ne sont pas suffisamment, traduites dans les faits par, un retrait des contenus problématiques, qu'il y a par ailleurs des enjeux sur, ce qui peut paraître aux yeux de l'utilisateur comme problématique, mais ce qui ne paraîtra pas aux yeux du modérateur comme problématique parce que par exemple, il n'y a pas forcément les mêmes codes ou, le même degré d'analyse de dans le contexte ou la réitération d'un certain nombre de contenus. On a vu aussi, des sujets, on a essayé de les évoquer, même si c'est compliqué, de diffusion, de story, et cetera. Et donc comme ça reste pas, le temps de l'analyse, peut parfois être différent. Donc on a, voilà, aussi des problématiques de contenus publiés en direct qui sont pas retirés. Bref, ou de contenus, qui sont dits en direct qui sont pas retirés parce qu'on peut pas mettre un modérateur humain derrière chaque individu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une corrélation entre le niveau de modération humaine et le niveau d'acceptabilité des contenus. Par exemple, pour, X, c'est, moins de 100 modérateurs pour toute, la zone francophone. Voilà, alors que pour, Meta, on est plutôt à 600, et que pour TikTok, on est autour de 500. Voilà, donc mais 500, c'est toujours pas assez par rapport aux millions de contenus qui sont publiés. Sur Facebook, c'est vrai qu'il y avait une attitude un peu particulière hier quand vous interrogez les responsables de Meta sur la modération du contenu, notamment sur la nudité, qui est très stricte en ce qui concerne Facebook, et quand vous les interrogez sur la modération d'autres contenus qui touchent les jeunes, de violence, d'appel au suicide par exemple, là, ils semblaient un peu moins comprendre la demande et le parallèle fait avec cette modération très forte sur la nudité. Ça vous surprend? C'est qu'il y a un paradoxe parce qu'on nous dit liberté d'expression, voilà, mais on peut pas publier des contenus de nudité ou alors ils sont très facilement censurés. Tous ceux qui, ont fait l'expérience de mettre une photo en maillot de bain, ont pu, faire des expériences similaires. Bon, bah, écoutez, enfin ça m'arrive pas, hein, je tiens à le préciser, mais quoi qu'il en soit, voilà, on a une restriction très forte de la nudité sur le plan de la liberté d'expression et d'autre part, des contenus violents, sexistes, misogynes qui eux, finalement sont beaucoup plus facilement tolérés et ça, ce 2 poids 2 mesures, on n'a toujours pas compris, la justification. Et TikTok, effectivement, que vous aviez auditionné il y a quelques jours, expliquait que des erreurs étaient inévitables et pointant du doigt notamment des utilisateurs, je cite, «un très créatifs pour contourner les règles». Est-ce qu'on peut vraiment entendre ces arguments quand l'on sait qu'il y a des jeunes qui se sont donné la mort parfois en raison de contenus consultés sur TikTok? Alors bien sûr que les utilisateurs sont créatifs, mais le sujet n'est pas là. Parce que quand nous, députés qui, enfin, travaillons sur cette commission d'enquête, sommes en capacité, par les auditions qu'on fait, de détecter, justement ces mots-clés, ces émoticônes de contournement, comment se fait-il que des modérateurs de la plateforme ou que la plateforme elle-même ne mettent pas les moyens suffisants? On nous annonce 15 milliards d'euros d'investissement de TikTok sur les sujets de modération, mais franchement, il suffit d'un bon système de veille pour pouvoir détecter, par exemple, avant que, la ministre signale que Skinny Talk constituait en soi un hashtag problématique. Et ça,
franchement, moi, ça me choque qu'on accepte ces espèces de marge d'erreur, parce que derrière ces marges d'erreur, il y a la vie des gens, il y a des jeunes qui sont confrontés à des contenus problématiques et il y a des enjeux de contrôle de l'algorithme qui ne sont pas suffisants. Oui, justement, plusieurs de vos questions à travers ces auditions, en pointant du doigt certains contenus, on les a sentis, on les a vus s'étonner de ces contenus. Vous demandez plus d'informations à côté. Il y a vraiment des manques dans cette modération. Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, quand, nous, on signale des contenus, la plateforme nous dit automatiquement: «Désolé, ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation». Et puis quand on met les responsables face à ces contenus, ils nous disent: «Ah, ben, on va regarder». Oui, enfin, sauf que ça a déjà été regardé par vos services de modération et théoriquement, ce que nous ont dit, par exemple Meta ou X, c'est que la modération de deuxième rang, s'il y a appel, c'est de la modération humaine. Donc comment se fait-il que ce qui, eux, les choque, responsables d'affaires publiques par exemple, ne choque pas les modérateurs? C'est que les règles qui sont données ne sont pas suffisamment claires, suffisamment explicites et donc suffisamment protectrices des mineurs. Donc nous, on a vraiment des inquiétudes, on les porte à travers cette commission, mais on ne va pas lâcher et abandonner aussi facilement. Est-ce que vous êtes sidéré par l'attitude de ces représentants, notamment TikTok, des autres plateformes que vous avez entendues? Ouais, c'est sûr que c'est choquant d'autant plus quand on est des familles parfois endeuillées qui suivent ces commissions, qui attendent des représentants des plateformes des explications et qui aujourd'hui ont l'impression qu'elles se font badader ou qu'il y a une forme de déni. J'ai trouvé que l'audition de TikTok la semaine dernière était assez révélatrice de ce point de vue-là. Il ne peut pas y avoir de généralité comme ça, on retire des millions de contenus problématiques, mais en fait, même s'il y a 1% de contenus problématiques qui subsistent après cette vague de modération, c'est toujours 1% de trop, c'est toujours des centaines de milliers de contenus qui sont problématiques, qui ont des effets sur les jeunes, qui ont des effets profonds sur les vies. Et donc, voilà, on ne peut pas accepter qu'il y ait encore tant de contenus qui restent, surtout quand on sait qu'ils ont été, pour partie d'entre eux, signalés et non retirés. Ça, c'est vraiment une grande frustration et source, je crois, chez certains utilisateurs, ceux qui signalent notamment de colère légitime. Devant votre commission d'enquête, on doit prêter serment. Vous sentez que toutes les personnes auditionnées, notamment, hein, des responsables des plateformes, des influenceurs aussi, vous disent toute la vérité? En tout cas, ils nous disent leur part de vérité, et c'est vrai que parfois, on a l'impression que, ils veulent pas aller plus loin parce qu'ils ont pas envie de mentir, l'une des réponses les plus fréquentes, c'est: «À ma connaissance, ce n'est pas le cas», ce qui leur évite, finalement de mentir puisqu'on est dans une entreprise très cloisonnée, où le partage de l'information entre les services de représentation, hier on avait les affaires publiques et Mmh. les services qui, décident vraiment, est très cloisonné et donc du coup, bah, voilà, ils savent pas tout. Ils savent pas tout et ils savent parfois moins que nous, on a l'impression et ça, c'est vraiment, vraiment gênant et vraiment agaçant. On se souvient, de l'audition, évidemment des influenceurs aussi dont on a, certains médias encore plus beaucoup, parlé évidemment, que l'on a suivi nous comme d'autres auditions de votre commission d'enquête, notamment, celle de l'influenceur Alex Hitchens. Est-ce que vous avez, des suites pour une nouvelle convocation éventuelle de cet influenceur qui avait claqué la porte, hein, de votre commission? Alors moi, je vois surtout monsieur Hitchens qui se fait de la pub sur cette, audition et je crois qu'il ferait mieux d'être, un peu plus prudent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ne n'accepte pas qu'on tourne l'Assemblée nationale en dérision, surtout quand on est soi-même à l'origine de propos violents qui peuvent être répréhensibles et qu'on diffuse non seulement une atmosphère sexiste, mais plus largement que ça, qu'on incite à la violence envers les femmes. Donc moi, je dis à Monsieur Etchen, vous ferez mieux de couper vos réseaux sociaux plutôt que de continuer à professer la haine. Voilà, je le dis avec gravité. L'Assemblée nationale, c'est un sanctuaire républicain. On ne peut pas s'en moquer impunément. Vous allez le reconvoquer ou pas? Ça fait pas partie de mes objectifs. Moi, j'ai pas envie de donner plus de pub que ça à ce sinistre individu. Il a cherché à se jouer des codes, mais à la fin, ce que je dis, c'est que ce qui doit prédominer, c'est ce qu'on porte en termes de régulation, ce qu'on porte pour les individus qui sont les victimes, parce que c'est d'abord ça qui doit nous concerner. Et moi, je pense par exemple aux femmes qui sont victimes des conséquences des propos de Monsieur Hitchens, qui appelle à être violent, dur envers une femme qui ne serait pas d'accord avec soi. Donc je le dis vraiment, aujourd'hui, ce n'est plus possible. On ne peut plus accepter ça et il faudra
avancer là-dessus et je crois que cette audition, elle nous a fait collectivement réfléchir sur les personnes qui sont derrière ça, qui n'ont aucun respect ni pour les lois, ni pour les institutions. Justement, c'était nécessaire d'entendre ces influenceurs, parfois, polémiques. Il y en a eu d'autres, hein, aussi, influenceurs que vous avez entendus, par ailleurs, notamment Hugo Décrypte sur un tout autre registre, évidemment. Mais ceux-là, c'était nécessaire, Alexis Hitchens, très brièvement, mais Adèle Laurent, d'autres aussi, de les entendre. Alors, nous, on voulait être exhaustifs dans nos auditions. On voulait pas qu'on nous accuse d'avoir émis des jugements sans avoir donné la capacité à chacune et chacun de s'exprimer. Après, chacun jugera. Moi, j'invite, au-delà des capsules qui font le buzz, à ce que chacune et chacun entende non seulement les auditions des influenceurs dits problématiques qu'on a pu avoir, mais aussi plus largement l'ensemble des travaux de cette commission d'enquête qui fait un travail, je le dis, remarquable, un travail sérieux. On est déjà à plus de 144 personnes auditionnées, plus de 75 heures d'audition, avec des psychiatres, des chercheurs, des juristes et évidemment des victimes et d'autres influenceurs qui font un travail aussi formidable de vulgarisation scientifique, de démocratisation. Donc voilà, moi je préfère avoir, ne pas avoir laissé finalement de personnes hors de l'audition de la commission d'enquête pour montrer que nous, on est là pour faire un état des lieux global. Et donc avoir auditionné ces influenceurs, pour moi, c'était aussi un moyen pour qu'ils ne puissent pas dire derrière qu'ils ont été, entre guillemets, pas entendus. Non, on les a entendus, mais on a aussi entendu ce qui n'allait pas et je crois que certains ont peut-être aussi entendu qu'ils ne respectaient pas la loi, enfin j'espère en tout cas, puisque la plupart de ceux qu'on a pu auditionner il y a une semaine maintenant ne respectaient pas la loi. Voilà, donc moi, je crois dans la force de la loi, mais je crois aussi dans notre capacité à être pédagogique là-dessus, et je ne suis pas sûr qu'il soit sorti grandi de ces auditions. Ce que je peux dire, c'est qu'en revanche, on a beaucoup appris, nous, de notre côté de ces auditions, et c'était aussi l'un des objectifs. On a appris que ils étaient dans un déni total. On a appris qu'ils se jouaient des codes des réseaux sociaux et qu'ils cherchaient le clash, parfois quitte à instrumentaliser ou mettre en scène des situations problématiques pour chercher le buzz et donc du coup derrière gagner en audience, gagner aussi de l'argent parce que derrière tout ça il y a un modèle économique. Donc voilà, on a appris de ces auditions. On a aussi retenu que il y en avait certains qui n'avaient malheureusement pas appris grand chose, mais ça c'est ceux qu'on a auditionnés. Certains, ont parlé de 2 mondes qui s'affrontaient, lors de cette audition entre influenceurs et politiques de l'autre côté. Vous avez eu ce sentiment là aussi, notamment quand l'on voit l'influenceur Nasdaq vous poser des questions sur votre salaire, sur les chauffeurs de l'assemblée, ça vous a étonné? Ça m'a étonné, bien sûr. Peut-être que de leur point de vue, il y avait la recherche du clash et de l'affrontement. De notre point de vue, il y avait la volonté de comprendre. Mais ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas ressortis avec cela et qu'ils ont cherché, je pense par exemple à Nasdaq, à mettre en scène les rares moments où ils ont cherché à faire de la provocation pour essayer d'éviter qu'on regarde le reste. C'est-à-dire le reste, c'est ce qu'ils font. Et moi, quand je vois que Nasdaq n'hésite pas à mettre en scène la violence, qu'il accepte des propos racistes, même s'il l'a nié, qu'il accepte la misogynie, qu'il accepte la violence au sein de sa maison, qu'il rémunère des mineurs, tout ça, tout ça est passé sous silence au profit de leur coup de com'. Donc voilà, franchement, aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit deux mondes qui s'affrontent. Il y a des endroits où ça ne va pas, il y a des endroits où les mineurs sont en danger, et notre devoir, nous, c'est de les protéger. Et je ne crois pas qu'il y ait de mise sur équivalence possible. Je ne crois pas non plus que, contrairement à ce qu'ont dit certains, on ait cherché le buzz à travers ça. Écoutez, nous, on avait fait des auditions avec des influenceurs qui avaient beaucoup de monde, je sais pas, Hugo Décrypte, Mmh. et ça n'a pas plus fait le buzz que ça. Hein, mais c'est ceux qui sont arrivés dans cette situation de défiance qui, par le clash qu'ils ont créé, ont provoqué le buzz. Et objectivement, c'était pas nous notre intention, puisque l'idée, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment d'avoir des échanges euh, de, d'enquête, c'est-à-dire de comprendre ce qui ne va pas. Et que eux-mêmes refusent qu'on les questionne, refusent mette, qu'on leur demande de répondre à des questions, bah, c'est qu'ils refusent le principe même de l'enquête. L'enquête, c'est pas à double sens, c'est pas eux qui sont venus pour enquêter sur l'Assemblée, c'est nous qui sommes en train d'enquêter sur une plateforme, sur des pratiques. Néanmoins, je le dis, Mmh. j'ai répondu, parce qu'on se questionne sur le modèle économique des influenceurs, on se questionne sur le combien ils gagnent. Donc quand Nasdaq nous dit je gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, et qu'il dit et vous, Mmh. c'est une manière de détourner la question. Mais j'ai quand même répondu à cette question. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il y ait le sentiment qu'on gagnerait plusieurs, nous, centaines de milliers d'euros par mois. C'est pas le cas. Voilà.
quand il essaie de dire que les députés auraient des avantages qui seraient de même nature que ceux des influenceurs millionnaires, multimillionnaires, c'est pas vrai. Voilà. Les députés sont pas multimillionnaires. Voilà, ils n'ont pas 50 chauffeurs, non, il y en a 10 pour toute l'Assemblée. Donc voilà, arrêtons vraiment ces espèces de polémiques à la noix, parce que ça nous détourne de l'enjeu réel qui est celui de la protection des mineurs. Arthur Delaporte, on se souvient dans votre commission, c'était il y a quelques semaines maintenant, même quasiment plutôt au début de celle-ci, l'audition, hein, notamment des familles de victimes, audition très poignante là-dessus, des témoignages très poignants. Est-ce que vous avez eu des retours depuis? Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous savez si celles-ci suivent votre travail et sont là aussi plutôt atterrées par les explications données notamment par les responsables de TikTok sur la modération? Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, moi, ce qui me donne de l'énergie, c'est tous ces messages que je reçois, non seulement évidemment des familles des victimes qu'on a pu auditionner, qui nous disent: «Tenez bon, merci, pour, le combat que vous faites», mais plus largement, tous ces messages, de parents, d'enfants, ou plus largement de, spectateurs sérieux, qui regardent ces auditions et qui nous disent: «Votre travail est d'utilité publique». Et même s'ils ne répondent pas, parfois une absence de réponse est à elle-même significative. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est par exemple ces visages liquéfiés de certains représentants de TikTok qui n'arrivaient plus à répondre quand on les mettait face au contenu problématique en leur disant: «Mais pourquoi ceci est toujours présent sur votre plateforme? Expliquez-nous. Heu, comment ça se fait que même si vous dites que vous avez une super intelligence artificielle, ça soit passé entre les mailles du filet?» Et bah, l'absence de réponse est en soi une réponse. Votre commission va entendre demain la ministre Clara Chapaz, ministre du numérique. Qu'attendez-vous de ces réponses et de l'action gouvernementale, évidemment, sur cette question des réseaux sociaux? Moi, j'attends beaucoup du gouvernement. J'attends d'une part, sans démagogie, qu'il, pousse pour une régulation accrue des plateformes du numérique à Bruxelles. J'attends du gouvernement qu'il soit en mesure de faire que demain, il y ait des sanctions qui soient prises à l'échelle de la Commission. J'attends aussi qu'il y ait des moyens pour la santé mentale des plus jeunes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les réseaux sociaux sont un catalyseur du mal-être des jeunes, mais qui n'est pas forcément lié au départ à une problématique liée aux réseaux sociaux. Donc il faut plus largement que le gouvernement porte le bien-être mental de la jeunesse comme une des priorités politiques. Ça va au-delà de la question du numérique. Et je crois qu'il faut se garder de toute solution simpliste sur l'usage des écrans qui répondrait à elle seule à tous les problèmes de la société, parce que le sujet est bien plus large que cela, et c'est ce que nous ont montré les auditions qu'on a menées depuis maintenant 2 mois. Arthur Delaporte, merci beaucoup. Président de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs à l'Assemblée et député socialiste du Calvados. La commission qui poursuit donc encore son travail. Avant de rendre le rapport, ce sera début septembre. On suivra évidemment tout cela sur BFM2 ces prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous suivre sur BFM2. Restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.